Écoute, regarde, j'étais à l'envers, mais en même temps, je l'ai laissé là. Ah ouais. Tu sais? Comme ça, on aura... Sí, un poquito más, ¿no? Impresionante. Y el público. Comme oui, le jour comme ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, peut-être parce qu'il n'y a pas le... Je ne vais pas utiliser ça. D'accord. Mais tu vois, j'avais... Sur mon travail, c'est facile à traduire. C'est compliqué, mais facile à traduire. Peligro, c'est délicieux. Voilà. Ce qui va être pareil, c'est le début. Non, mais ne t'inquiète pas, c'est une chose. C'est les noms, tu veux. Oui. Bueno, buenas noches a todos. Si les parece, podemos ir arrancando para aprovechar el tiempo de este seminario general. Agradecerles que nos acompañen hoy, que contamos con la destacada presencia de Cyril Lemieux, un sociólogo francés que pudo visitar la Argentina gracias al convenio que firmamos entre la UNSAM y l'École des études en sciences sociales el año pasado. La primera visita de este año, que va a ser seguida por otras visitas de otros destacados exponentes de las ciencias sociales francesas, y que tiene como objetivo, por un lado, ser un convenio que, si bien asocia a dos instituciones, está abierto a toda la comunidad de ciencias sociales de las ciudades en las que se ubica. Por eso agradecer muy especialmente a los colegas de la Universidad de Buenos Aires, de la General Sarmiento, del IDES, que también nos acompañan hoy, que fueron invitados especialmente para esta actividad abierta. Y por otro lado, que se enmarca en la voluntad también de las dos instituciones de establecer un modo de internacionalización de nuestras disciplinas más simétrico, digamos, que establezca ocasiones para el diálogo, para el intercambio, y donde los desarrollos, los progresos de las ciencias sociales de los países del norte nutran nuestro trabajo, pero al mismo tiempo con tiempo para que discutamos y conversemos sobre problemáticas comunes o problemáticas específicas. Y en este sentido es un gran placer abrir este ciclo de conferencias con Cyril. Esta es su quinta actividad en Buenos Aires en estos cortos 10 días en los que ha venido a acompañarnos. La verdad es que tuvo la generosidad de trabajar muchísimo para nosotros en poco tiempo, y eso fue posible por su gran generosidad, que se refleja también en la donación que hizo de varios de sus libros, que están también aquí en Aridades para el que quiera consultarlos sobre sus reflexiones más teóricas, pero también sobre sus investigaciones empíricas en torno de los media y la prensa en Francia. Así que el que quede interesado en saber más puede recurrir entonces a ese acervo que nos ha dejado. Y en ese sentido, la reunión de hoy entonces, en términos de formato, va a estar compuesta por su presentación de alrededor de 1 hora, y luego la apertura de los interrogantes que le surjan para establecer un diálogo con él sobre los temas que presente. Cyril es sin duda uno de los sociólogos más destacados de su generación. Muchos de los que estudiamos en Francia hace algunos años lo admirábamos mucho en sus clases. Tenía una materia que me había impresionado mucho, que se llama Sociología de las Determinaciones Sociales, donde recorría toda la sociología reflexionando sobre qué era para cada teoría sociológica los constreñimientos que pesaban sobre las acciones de los individuos y de las instituciones. Y tiene 2 libros, de los cuales disponemos aquí también. Uno, resultado de su tesis, que se llama Mauvaise Presse, Mala Prensa, donde trabaja sobre entonces los desafíos que enfrentan los periodistas en Francia.
y otro más, tiene varios libros, los más destacados son estos dos, entonces Mauvaises Presse, y por otro lado Le Devoir et la Grâce, un libro más teórico que hemos tenido ocasión de discutir aquí la semana pasada. Así que el seminario de hoy lleva por título Después de Bourdieu, la sociología pragmática francesa, y se centra más en sus desarrollos teóricos, aunque están nutridos por una extensa trayectoria de investigación en sociología que dialoga con todas las ciencias sociales. Así que si les parece, lo escuchamos y después abrimos las preguntas. Merci beaucoup, merci Mariana. Muchas gracias Mariana. Je veux dire que le plaisir est partagé, je suis très heureux d'être là ce soir. Yo también estoy muy feliz de estar aquí esta noche. Pour essayer de vous présenter un courant actuel dans la sociologie française. Voy a tratar de presentarles una corriente actual en la sociología francesa. Qu'on appelle la sociologie pragmatique. Que se llama la sociología pragmática. Moi, je propose aussi de l'appeler la sociologie des épreuves. También propongo llamarla la sociología de las pruebas. Il s'agit d'un courant qui est apparu dans les années 1980. Es una corriente que apareció en los años 80. Autour de deux grands foyers de développement. Alrededor de dos grandes focos de desarrollo. Le premier autour des travaux de Bruno Latour et Michel Calon. La primera vertiente es la vertiente de Latour y Calon. Ce qu'on appelle l'anthropologie des sciences et des techniques. Es lo que se llama la antropología de las ciencias y las técnicas. Et l'autre grand foyer autour des travaux de Luc Boltanski et Laurent Thévenot. Y la otra vertiente alrededor de Boltanski y Laurent Thévenot. Qu'on appelle parfois la sociologie des régimes d'action. Que a veces se denomina la sociología de los regímenes de acción. Alors, cette sociologie pragmatique ne forme pas une école très unifiée. Esta sociología pragmática no es una escuela muy unificada. Plutôt une sorte de nébuleuse. Sino más bien una suerte de nebulosa. Une nébuleuse qui a produit en 25 ans beaucoup de travaux empiriques. Que ha producido en 25 años muchos trabajos empíricos. Donc je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Que no podré enumerar en detalle. Je propose simplement d'essayer d'exposer. Lo que propongo es intentar exponer un certain nombre de postulats. Un cierto número de postulados. Qui sont communs à ces travaux. Que son comunes a estos trabajos. Alors, je vais mentionner, si j'ai le temps, 10 postulats. 10. Si tengo tiempo voy a mencionar 10 postulados. Si dans votre sociologie vous respectez, disons, entre 7 et 10 de ces postulats, si en su sociología respetan entre 7 o 10 de estos postulados, vous faites de la sociologie pragmatique. Están haciendo una sociología pragmática. Si vous en respectez entre 4 et 7, je dirais. Si respetan entre 4 y 7, vous vous approchez de la sociologie pragmatique. Se acercan a la sociología pragmática. Et si c'est moins de 4, y si es menos de 4, vous êtes définitivement hostile ou rétif à la sociologie pragmatique. En ese caso, están fuera de la sociología pragmática. Moins sensibles. Estarían menos sensibles a la sociología pragmática. Mais ce n'est pas grave. Pero eso no es grave. Vous pouvez vous soigner, vous pouvez. Pueden curarse. Ces différents postulats ne sont pas très originaux en soi. Estos postulados no son muy originales en sí mismos. Mais disons, la combinaison de tous ces postulats est assez originale. Pero la combinación de estos postulados es muy original. Le premier postulat, je l'appelle empirico-conceptualisme. El primero lo denomino empírico-conceptualismo. Il correspond à la conception dominante en France des sciences sociales et de la sociologie. Es la corriente dominante en Francia de las ciencias sociales y de la sociología. Qui consiste à dire que la sociologie est une science à la fois empirique et conceptuelle. Que consiste en decir que es una ciencia al mismo tiempo empírica y conceptual. Elle n'est donc pas purement conceptuelle. No es solamente conceptual. Elle demande des enquêtes empiriques. Sino que necesita encuestas empíricas. Mais elle n'est pas non plus purement empirique. Pero tampoco es solamente empírica. Car elle demande un travail de conceptualisation. Pues requiere un trabajo de conceptualización. Cette conception est très dominante en France depuis Durkheim. Esta concepción domina en Francia desde Durkheim. Et fait une différence, par exemple, assez notable avec la sociologie allemande actuelle. Y se diferencia de manera notable de la sociología alemana actual.
qui disons est plus spéculative et moins tournée vers l'enquête empirique. Que es mucho más especulativa y tiende menos a la encuesta empírica. Un disciple de Durkheim qui s'appelait Simeon, Un discípulo de Durkheim que se llamaba Simeon disait cette phrase: il faut se garder des théories sans fait decía, hay que cuidarse tanto de las teorías sin hechos como de los estudios sin hechos, sin teoría, que no están hechos sin teoría. Donc autant il faut se méfier des théories sans fait, autant il faut se méfier des faits qui n'ont pas de théorie. Es decir, que hay que desconfiar tanto de las teorías sin hechos como de los hechos que no tienen teoría. Bon, voilà un premier postulat qui est commun par exemple entre la sociologie pragmatique, la sociologie de Bourdieu, la sociologie de Crozier. Este sería un punto en común entre la sociología de Bourdieu, la sociología pragmática et les autres grandes sociologies françaises. y las otras grandes sociologías francesas. Deuxième postulat, El segundo postulado je l'appelle réflexivité. lo denomino reflexibilidad. Il s'agit ici de la réflexivité du chercheur. Y se trata de la réflexivité du chercheur. La reflexibilidad del sociólogo, del investigador. On peut dire que c'est l'idée que ce qui unit le sociologue à son objet Podríamos decir que la idea que lo que une el sociólogo a su objeto doit être intégré dans l'analyse de l'objet. debe integrarse en el análisis del objeto. Si vous êtes familier avec la sociologie de Bourdieu, Si están familiarizados con la sociología de Bourdieu, vous savez l'importance de ce postulat conocen la importancia de este postulado, qui consiste donc à comprendre son rapport social, le rapport social qu'on entretient avec l'objet. que se trata de entender la relación social que existe Entre soi-même, entre sí mismo y el objeto. et cela doit être intégré dans l'analyse de l'objet. Y esto debe integrarse en el análisis del objeto. Donc par exemple, si je viens des classes supérieures, d'une famille des classes Por supérieures, ejemplo, si provengo de una familia de una clase superior, de una clase alta, j'entretiens un rapport particulier avec les classes populaires voy a mantener una relación particular con las clases populares et je dois donc intégrer cela dans l'analyse de mon objet si mon objet appartient aux classes populaires. entonces esto debo integrarlo al análisis del objeto. Dans la sociologie pragmatique, la réflexivité En la du sociología chercheur pragmática, la reflexibilidad del objeto, del investigador, ¿verdad? s'exprime de deux manières. Se expresa de dos maneras. Chez Latour et Calon, Para Latour y Calon, la réflexivité va consister à comprendre la reflexibilidad consistirá en comprender les effets sociaux los efectos sociales de la sociologie, de la sociología, les effets sociaux des théories sociologiques, des théories de sociologiques. las teorías sociológicas. Donc l'idée est que le travail des sociologues modifie l'ordre social La idea es que el trabajo del sociólogo modifica el orden social et le sociologue doit analyser les effets de ces théories, de ses propres théories, de ses propres travaux y el sociólogo debe analizar los efectos de sus propios trabajos, de su propia teoría sur les objets. sobre los objetos. Dans le courant Boltanski-Thévenot, En cambio, la corriente de Boltanski-Thévenot, la réflexivité concerne la reflexibilidad atañe plutôt la dimension normative la dimensión normativa qui est sous-jacente que está subyacente au travail sociologique. en el trabajo sociológico. Peut-être vous connaissez ce livre de Albert Hirschman Quizás conozcan el libro de Albert Hirschman, qui s'appelle en français Les passions et les intérêts. que en francés se denomina La pasión y los intereses. Il montre, ou l'autre livre encore mieux, pardon, 2 siècles de rhétorique réactionnaire. O si no, el libro Siglos de retórica reaccionaria. Et Hirschman montre que la notion d'intérêt, Allí muestra que la noción de interés, qui est très commune en sciences sociales, que es muy común en las ciencias sociales, est porteuse d'une normativité. lleva una normatividad. Puisque au XVIe ou XVIIe siècle, il y a eu un grand débat normatif Pues en el siglo XVI o XVII hubo un gran debate normativo autour de cette notion, de sa légitimité. alrededor de esta noción social. de su legitimidad social.
Donc l'idée de Boltanski et Thévenot, c'est de réfléchir La idea de Boltanski y Thévenot es reflexionar sur le fondement normatif acerca del fondo normativo des concepts et des démarches qui sont employés par les sociologues. de los conceptos y de las de las aproximaciones, de los enfoques de los sociólogos. Maintenant, j'avais évoqué un troisième postulat Voy a evocar un tercer postulado qui vaut surtout pour le courant Boltanski-Thévenot. que funciona sobre todo para la corriente de Boltanski y Thévenot, Alors on peut l'appeler le sens de la justice, que podríamos llamar el sentido de la justicia, qui consiste à dire que les acteurs ont un certain sens de ce qui est juste et injuste. que consiste en decir que los actores tienen un cierto sentido de lo que es justo y de lo que no lo es, Et que le sociologue doit être capable de rendre compte y que el sociólogo debe ser capaz de dar cuenta de ce sens de la justice de este sentido de la justicia sans le réduire sin reducirlo à la question de la stratégie et de l'intérêt. a la cuestión de la estrategia y del interés. Lorsque quelqu'un dénonce un scandale, Cuando alguien denuncia un escándalo, il est bien sûr pas possible de dire que, en fait, c'est de sa part une stratégie. es posible decir que se trata de una estrategia de su parte. Il essaye d'optimiser son intérêt. Trata de optimizar su interés. Mais si on fait ça, on réduit, on fait violence à la situation, Pero si hacemos esto, se hace una violencia a la situación, car dans la situation aussi, il y a l'indignation, pues en la situación también existe la indignación, l'expression d'un sentiment d'injustice, la expresión de un sentimiento de qui injusticia, ne se réduit pas à une question de stratégie et d'intérêt. que no se reduce solo a una cuestión de estrategia y de interés. Donc l'idée, c'est de se donner des moyens conceptuels et méthodologiques La idea es darse medios conceptuales y metodológicos pour rendre compte positivement de ce sens de la justice, para dar cuenta positivamente de este sentido de la justicia, sans le réduire à l'intérêt et à la stratégie. sin reducirlo al interés y a la estrategia. Un quatrième postulat, El cuarto postulado on avance, je l'appellerais la compétence, lo llamaré la competencia compétence et incompétence. e incompetencia. Donc c'est l'idée que les acteurs ont des compétences Se trata de la idea de que los actores tienen competencias qu'ils exercent ou non dans les différentes situations. que van a ejercer o no en las diferentes situaciones. Prendre en compte les compétences amène Dar cuenta de las competencias nos lleva à s'intéresser aux jugements qui sont portés a interesarse por los juicios que se realizan sur justement la compétence ou l'incompétence des acteurs. sobre la competencia o la incompetencia de los actores. Par exemple, dans une entreprise, on va dire lui il est compétent Por ejemplo, en una empresa vamos a decir él es competente ou il est incompétent. o es incompetente. Il va y avoir des qualifications de la compétence ou de l'incompétence des personnes. Va a haber una calificación de la competencia y de la incompetencia de las personas. Ces qualifications ne sont pas totalement arbitraires Estas calificaciones no son totalmente arbitrarias, puisqu'elles sont liées à des sortes de performances de la part des acteurs. pues está ligado a una suerte de performance, de habilidad de los actores. Par exemple, si vous dites, en parlant de moi-même là, que je ne sais pas parler espagnol, Por ejemplo, si ustedes, hablando de mí, dicen que no sé hablar español, ce n'est pas totalement arbitraire. no es totalmente arbitrario, C'est parce que devant vous, j'essaye de parler espagnol. porque frente a ustedes trato de hablar español, C'est pas terrible. pero no es muy bueno. Donc vous allez me qualifier. Entonces van a calificarme. Et donc, on va s'intéresser à la question de l'intégration sociale Entonces vamos a interesarnos en la cuestión de la integración social et de l'exclusion y de la exclusión à travers ces épreuves de compétences. a través de estas pruebas de competencia. Donc là, on voit déjà cette notion importante d'épreuve. Aquí tenemos entonces esta noción muy importante de prueba. Les gens font des choses, les autres portent un jugement. La gente realiza cosas y los otros van a enjuiciarlas. Par exemple, si vous avez lu le livre d'Howard Baker, Outsiders, Por ejemplo, si leyeron el libro de Howard Baker, Werbecker, Outsiders, il montre la compétence des fumeurs de marijuana. por ejemplo, él muestra la competencia de los fumadores de marihuana. Ceux qui ne savent pas bien fumer vont être sanctionnés. Los que no saben fumar bien van a ser Ceux qui sancionados. savent bien fumer vont être reconnus comme compétents. Los que saben fumar bien van a ser Et reconocidos como donc vont être competentes intégrés dans le groupe.
Y entonces van a ser integrados al grupo. Donc on s'intéresse à l'intégration sociale ou à l'exclusion à travers cette notion d'épreuve. Entonces nos interesamos por esta cuestión de la integración social a través de esta noción de la prueba. Cela donne une vision très dynamique de l'appartenance sociale. Esto va a dar una noción muy dinámica de la pertenencia social. Parce que nul n'est sûr demain de faire encore preuve de compétence. Porque nadie está seguro de mañana tener que hacer una prueba de competencia. On peut être déchu, rétrograde, exclu. Uno puede ser excluido si on commence à faire preuve de trop d'incompétence. Si comienza a demostrar mucha incompetencia. Évidemment, quand je parle ici de compétences, c'est pas simplement des compétences techniques. Por supuesto, no hablo solo de las competencias técnicas. Disons la compétence interactionnelle, la compétence sociale. También, sino también de la competencia interaccional y social. Le postulat suivant. El postulado siguiente. Je l'appelle internalisme. Lo llamo internalismo. Et c'est l'idée qu'il faut suivre les acteurs. Es la idea de que hay que seguir a los actores dans leur travail de définition des situations. En su trabajo de definición de situación. Plutôt que de leur opposer une définition extérieure de la situation. Más que oponerle una situación, una definición exterior, externa a la situación. C'est la démarche, par exemple, dans l'interactionnisme, la démarche de en el William Thomas. Es por ejemplo, el procedimiento de William Thomas. Qui parle de définition de la situation. Él habla de definición de la situación. Comment les gens eux-mêmes définissent la situation où ils sont. Cómo la gente misma define la situación en la que se encuentra. Donc, plutôt que de leur dire, de leur imposer de l'extérieur une définition. En lugar de imponerles desde afuera una definición. On va les suivre dans leur manière de définir la situation. Se los sigue en la forma en que ellos realizan la situación. Par exemple, au XIIe siècle, por ejemplo, en el siglo XII, les gens définissent la situation en disant, la gente define la situación diciendo, en disant que le soleil tourne autour de la Terre. Que el sol gira alrededor de la Tierra. Je ne vais pas leur opposer une définition extérieure. No voy a oponerles una definición externa. Je vais plutôt regarder comment ils font pour définir. Sino que más bien voy a ver cómo ellos hacen de leur propre point de vue, para definirlo desde su propio punto de vista la situación. Sur quoi ils s'appuient matériellement. En qué se apoyan materialmente. Les types d'interactions qui font que celui qui va dire le contraire va être sanctionné. La interacción, el modo de interacción en que consiste en saber aquel que dice lo contrario cómo va a ser sancionado. Ce postulat est ce qui relie très fortement este postulado va a unir fuertemente la sociologie pragmatique la sociología pragmática a la philosophie pragmatique. Con la filosofía pragmática. C'est-à-dire cette philosophie américaine de la fin du XIXe siècle. Esta filosofía americana de fines del siglo XIX. Avec des auteurs comme Peirce, con autores James, como Peirce, James, Dewey, etc. Et c'est une question, c'est un point qui soulève souvent des objections relativement par rapport à la question du relativisme. Pardon. Que tiene, presenta muchas objeciones con respecto al tema del relativismo. On pourra en discuter tout à l'heure. Si que luego podríamos discutirlo. Sixième postulat. El sexto postulado. Anti-essentialisme. Es anti-esencialismo. Ça aussi, c'est très lié à la philosophie pragmatiste. Esto también está muy vinculado con la filosofía pragmática. Par exemple, William James dit. Por ejemplo, William James dice. Ce qui existe réellement. Lo que existe realmente. Ce ne sont pas les choses. No son las cosas. Ce sont les choses en train de se faire. Sino las cosas que se están realizando. Donc, anti-essentialisme, c'est ça, c'est l'idée. Entonces eso es el antiesencialismo. De ne pas réifier les réalités sociales. Es la idea de no rarificar la realidad social. Mais toujours de les penser comme des processus. Sino pensarla como un proceso. Ou comme disent les ethnométhodologues. O como dicen los etnometodólogos. Comme des accomplissements pratiques. Como logros prácticos. Par exemple, l'identité sexuelle. Por ejemplo, la identidad sexual. Est une chose en train de se faire. Es algo que se está realizando. Ou en train de se défaire. O que se está
deshaciendo, ¿no? Toutes les institutions sont toujours en train de se faire. Todas las instituciones están haciéndose. Toutes les identités sont toujours en train de se faire. C'est cette démarche. Todas las identidades se van realizando. C'est une démarche donc processuelle. Es entonces un procedimiento de proceso. Et o en proceso. L'ennemi ici, c'est la réification de l'ordre social. El enemigo es entonces la reificación de l'ordre social. Del orden social. C'est-à-dire le fait d'arrêter l'ordre social et d'en faire une chose stable. Hacer algo estable del orden social. Et la question, c'est finalement... La cuestión es, finalmente... Comment se fait-il qu'il y a de l'ordre stable? ¿Cómo puede ser que exista un orden estable? On part de l'idée qu'il y a un mouvement, que tout est en dynamique. Partimos de la idea de que hay un movimiento, de que todo es dinámico. Et nous nous demandons pourquoi finalement il y a une certaine stabilité. Comment elle est produite? Y finalmente nos preguntamos cómo se produce cierta estabilidad. Par exemple, l'exemple que je prenais l'autre jour de Anselm Strauss. Por ejemplo, el ejemplo que daba de Anselm Strauss, qui demande, qui dit entre vous quand vous aviez 5 ans, que él dice entre ustedes cuando tenían 5 años, quand vous aviez 15 ans, 15 años, et aujourd'hui, y hoy, vous êtes franchement des personnes très différentes. Son personas muy diferentes. Comment se fait-il que vous arriviez à avoir une identité stable? ¿Cómo puede ser que logren tener una identidad estable? Que vous faites un lien avec toutes ces personnes que vous avez été. Que puedan unir, que puedan relacionar todas estas personas que fueron. Bon, il dit par exemple l'importance d'avoir un prénom stable. Él va a hablar de la importancia de tener un nombre estable. Si par exemple tous les jours on changeait de prénom, si cambiáramos todos los días de nombre, on aurait des problèmes de stabilité. Tendríamos problemas de estabilidad. Donc l'idée c'est qu'il y a des sortes de technologies sociales pour maintenir l'ordre. La idea es que hay una especie de tecnología social para mantener el orden. Alors postulat suivant, on avance, on est à 7. Ya estamos en el postulado número 7. Là, il est un peu compliqué, alors je m'excuse. Este es un poco más complicado, me disculpo. C'est un postulat que j'appelle de réalisme. Es el postulado que llamo de realismo. La sociologie pragmatique paraît très proche. La sociología pragmática parece estar muy cerca du courant qu'on appelle le constructivisme. De la corriente que se denomina constructivista. Berger et Luhmann. Berger y Luhmann. L'idée que la réalité est socialement construite. La idea de que la realidad está socialmente construida. Mais il y a une légère différence. Pero hay una leve diferencia. Qui tient à la notion de concept d'épreuve. Que está ligada con la noción de concepto de prueba. Je vais donner un exemple. Les voy a dar un ejemplo. Un livre d'anthropologue français. El libro de un antropólogo francés. Sur les maladies. Sobre las enfermedades. En Afrique. En África. Et ce livre s'appelait La construction sociale des maladies. Que se llamaba La construcción social de las enfermedades. Donc les auteurs essayaient de montrer que le paludisme. Los autores intentaban mostrar que el paludismo. Ou le rhume. O el resfrío. Sont des constructions sociales. Son construcciones sociales. Ça veut dire par exemple dans un groupe. Esto quiere decir que en un grupo. Il y a l'idée, la croyance qu'on est invulnérable au sida. Existe la creencia de que se es invulnerable al SIDA. Donc, malgré cette croyance, a pesar de estas creencias, ou plutôt peut-être en raison de cette croyance, o mejor dicho, gracias a estas creencias, il peut se trouver qu'une personne attrape le sida. Puede ser que una persona padezca o tenga el SIDA. Donc elle va être construite comme n'appartenant plus au groupe. Entonces va a ser construida como alguien que no pertenece más al grupo. Ça, c'est l'analyse de nos collègues anthropologues. Este es el análisis de nuestros colegas antropólogos. Tout de suite, on referme la boucle de l'interprétation. Inmediatamente se cierra el círculo de la interpretación. Du social vers le social. De lo social hacia lo social. Dans la sociologie des preuves, on va considérer plutôt. En cambio, en la sociología de las pruebas vamos a considerar más bien. Que le fait d'attraper le sida. Que el hecho de tener SIDA. Va créer une épreuve. Va a crear una prueba. C'est-à-dire va remettre en cause la représentation collective. Va a cuestionar la representación colectiva. La croyance collective. La creencia colectiva. Il va y avoir un étonnement. Va a haber un asombro. Imaginons que beaucoup de gens attrapent le sida dans ce groupe. Imaginemos que varias personas de ese grupo
tienen SIDA. Peut-être qu'il va y avoir une remise en cause de la croyance. Quizás se va a cuestionar la creencia. Peut-être que la croyance va être déplacée, réformée. O quizás va a ser reformulada o puesta en otro lugar. Peut-être aussi effectivement que la croyance va être réaffirmée. O quizás se vaya a reafirmar esta creencia. Mais il se sera passé quelque chose comme ce qu'on appelle une épreuve, c'est-à-dire Pero va a suceder algo, lo que llamamos una prueba, es decir, un moment où l'ordre social devient problématique. un momento en que el orden social se vuelve problemático. Dans les sociologies pragmatiques, En la sociología pragmática on prend au sérieux ces moments d'épreuve, tomamos en serio este momento de prueba, parce qu'on considère que c'est des moments qui rendent, pues creemos que son momentos que van a dar, qui vont permettre une dynamique sociale. que van a permitir una dinámica social. Et donc ce sont aussi des moments où les croyances peuvent être révisées. Entonces también son momentos donde las creencias pueden ser revisadas. Donc ça veut dire qu'on accepte en réalité Esto quiere decir que en realidad aceptamos qu'il y a une extériorité du social, que existe una exterioridad de lo social, donc dans la transformation du corps malade par exemple, por ejemplo en la transformación del cuerpo enfermo, qui va poser un problème que va a generar un problema pour les humains, para los humanos, qui vont devoir rectifier leurs croyances et leurs comportements. van a tener que rectificar sus creencias y sus comportamientos. Donc voilà la légère différence avec le constructivisme. Esta es entonces la leve diferencia con el constructivismo. Mais elle est très importante Pero es muy importante, parce que si par exemple je dis que je construis la lune por ejemplo, si digo que construyo la luna comme quelque chose que je peux attraper avec ma main, como algo que puedo alcanzar con mi mano, je risque d'avoir du mal de faire l'épreuve. voy a correr el riesgo de no poder hacer la prueba. Donc la me va a croyance, je vais costar hacer avoir la du mal à prueba. convaincre les autres. Me va a costar, va a ser difícil convencer a los otros. Voilà, ça fait une limite dans ce qu'on peut construire socialement. Esto va a generar un límite en lo que se puede construir socialmente. Alors, 8e postulat, El octavo postulado c'est un postulat qu'on appelle de symétrie, es un postulado que llamamos de simetría. postulat méthodologique, Es un postulado metodológico qui vient des études sur la science, que proviene de los estudios sobre la ciencia et qui consiste à traiter symétriquement, y consiste a tratar de modo simétrico, égalitairement si on veut, igualitariamente, si se quiere, ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu. los que han ganado y los que han perdido. Par exemple, Bruno Latour a écrit un livre sur Louis Pasteur, Por ejemplo, Latour a escrito un libro sobre Pasteur dans lequel il traite symétriquement la théorie de Pasteur, en el cual va a tratar de manera simétrica la teoría de Pasteur, donc qui pense qu'il existe des microbes, que cree que existen microbios, et la théorie de son adversaire, y la teoría de su adversario, qui s'appelait Pouchet, que se llamaba Pouchet, et qui avait une autre théorie qui était une théorie, on appelle de la génération spontanée. que tenía la teoría de la generación espontánea. Aujourd'hui, tout le monde a oublié Pouchet. Actualmente todo el mundo ha obligado a Pouchet. Il a perdu, Perdió et on se souvient uniquement de Pasteur. y solo se recuerda a Pasteur. Mais si on veut reconstituer la controverse, Pero si se quiere reconstruir la controversia, on doit se mettre au début de la controverse, pas à la fin. hay que colocarse al principio de la controversia y no al final. Et on doit donc faire comme si on ne connaissait pas à la fin. Hay que hacer como si no se conociera el final. On doit se remettre dans un état d'incertitude sur qui va gagner. Hay que colocarse en un lugar de incertidumbre sobre quién va a ganar. Et on ne doit pas préjuger donc que l'un a raison et que l'autre a tort. No hay que prejuzgar que uno tiene razón y el otro se equivoca. Ceci pour mieux comprendre comment l'un a fini par avoir raison, a réussi à avoir raison. Esto para entender mejor cómo uno ha terminado teniendo razón, cómo logró tener razón. Quelles épreuves, quelles alliances sociales ont permis Qué pruebas, qué alianzas sociales han permitido qu'à la fin, c'est la théorie de Pasteur qui a gagné. que finalmente haya ganado la teoría de Pasteur. Donc dès qu'on traite un conflit, Entonces, en cuanto se trata un conflicto, on s'impose ce principe de méthode hay que imponerse este principio de método consistant à traiter
à égalité que consiste en tratar de manera igualitaria les dominants et les dominés, los dominantes y los dominados, ceux qui vont gagner et ceux qui vont perdre, los que van a ganar y los que van a perder, non pas parce qu'on croit que le monde est égal, no porque se crea que el mundo es igual, mais parce qu'on sait que le monde est inégal. ya se sabe que el mundo es desigual. Et donc, on a une méthodologie symétrique Pero hay una metodología simétrica pour comprendre comment se créent des asymétries. para entender cómo se crean estas asimetrías. Donc, on essaie de comprendre en réalité Tratamos de entender en realidad la domination en train de se faire. la dominación que se está haciendo, que se está realizando. Le processus qui va produire la domination, El proceso que va a producir la ou dominación qui va la réaffirmer. o que va a reafirmarla. Bon, par exemple, je peux donner un exemple du travail d'un anthropologue français Les voy a dar el ejemplo del trabajo de un antropólogo francés qui s'appelle Maurice Godelier. que se llama Maurice Godelier. Il étudie une société, les Barouillas, Va a estudiar una sociedad qui s'appelle les Barouillas, que se llama Barouya, et où les hommes dominent beaucoup les femmes. donde los hombres dominan mucho a las mujeres. Donc c'est évident, il y a la domination masculine très forte. Entonces es obvio, la dominación masculina es muy fuerte, muy marcada. Mais il va montrer quand même des situations Pero va a mostrar también situaciones où les femmes peuvent dominer les hommes un peu, donde las mujeres, por ejemplo, pueden dominar un poco a los hombres, ou en tout cas elles ne sont pas entièrement dépourvues de ressources. o al menos no están completamente despojadas de recursos. Et cela va permettre de comprendre donc comment la domination se fait. Esto va a permitir entender cómo se produce la dominación. Par exemple, les hommes n'ont pas le droit de faire à manger dans cette société. Por ejemplo, en estas sociedades los hombres no tienen permitido hacer la comida. Donc certaines femmes font la grève. Entonces, algunas mujeres hacen huelga Elles arrêtent de faire la cuisine. Elles ne font plus la cuisine pour les maris. y no hacen más la comida para el marido. Donc les maris sont obligés la nuit d'aller en cachette Entonces los maridos están obligados chez a leur ir sœur. a escondidas a la casa de su hermana, Ça ne change rien à la domination globale. pero esto no cambia para nada la dominación Mais ça global. montre que les dominés ne sont pas sans ressources. Pero esto va a mostrar que los dominados tienen Et recursos. surtout, ça montre que la domination est une sorte de performance. Y que también que la dominación es una suerte de performance. Ça ne va pas de soi. En réalité, no es obvia. ça demande un travail Requiere social. un trabajo social en realidad. Bon, on approche de la fin. Nos acercamos al final. Je vais parler de deux derniers postulats dont j'ai parlé vendredi. Voy a hablar de los dos postulados que también he mencionado el viernes. Donc le premier, c'est le neuvième, c'est le pluralisme, El noveno es el pluralismo, qui est un postulat très important dans le pragmatisme, que es un postulado muy importante en el pragmatismo, dans la philosophie pragmatiste. en la filosofía pragmática. Peut-être vous connaissez les travaux de Alfred Schutz, Conocen los trabajos de Alfred Schutz, et notamment un article qui porte sur les réalités multiples. sobre todo un artículo que habla de las realidades múltiples. Il montre que nous sommes tous confrontés dans une journée Él va a mostrar que estamos todos confrontados en un día à différentes réalités, a diferentes à realidades, différents ordres de réalité. a diferentes órdenes de realidades. Donc il y a le moment où on dort, Existe, por ejemplo, el momento en que se duerme, et tout d'un coup il y a un choc, on se réveille, de golpe hay un shock y uno se despierta, on rentre dans un autre monde. se entra a otro mundo, Après éventuellement on va travailler, c'est encore un autre monde. luego eventualmente uno va a trabajar, es otro mundo, Après il peut y avoir le monde du jeu, etc. luego está el mundo del Jeu, del juego. du juego. Donc l'idée c'est que la même personne va changer. C'est la même idée qu'on trouve chez Goffman La idea es que la misma persona va a cambiar, es la misma idea que tiene Goffman dans les cadres, dans frame analysis, dans les cadres de l'expérience. en el marco de la experiencia. Et c'est une idée très présente dans la tradition pragmatiste et interactionniste. Es una idea muy presente en la tradición pragmática y Interactionniste. interaccionista. L'idée que nous avons un moi multiple, La idea de que tenemos un yo múltiple, avec différents rôles sociaux, con diferentes roles sociales, et que le problème va être le problème encore une fois, de la stabilité, y el et de la problema cohérence. nuevamente va a ser el de la estabilidad y la coherencia. Donc on a une approche de la pluralité au niveau
de l'identité personnelle. Hay un enfoque de la pluralidad con respecto a la identidad personal. Au niveau de l'action, parce que a nivel de la acción también. L'idée est qu'une même personne va s'engager dans des situations dont la logique est différente. La idea de que una misma persona se va a comprometer en diferentes situaciones, la lógica es diferente. Et également au niveau des groupes et des institutions. Y también a nivel de los grupos y las instituciones. On va considérer que les institutions sont des compromis entre différentes logiques. Se considera que las instituciones van a negociar, van a tener un compromiso entre diferentes lógicas. Et donc on va s'intéresser aux contradictions logiques. Entonces nos interesaremos por las contradicciones lógicas à l'intérieur des groupes, dentro de cada grupo, à l'intérieur des institutions, dentro de las instituciones, à l'intérieur des personnes elles-mêmes. Y de las personas mismas. Et pour finir, le 10e. Para terminar, el 10º. Donc, indétermination relative. Que es indeterminación relativa. Et qui est l'idée que l'ordre social est. Es la idea de que el orden social. Est prévisible. Es previsible. Assez prévisible quand même. Bastante previsible. Et qu'il existe des fortes régularités sociales. Y que existen fuertes regularidades sociales. Mais que cette prévisibilité n'est pas absolue. Pero esta previsibilidad no es absoluta. Et les régularités ne sont pas mécaniques. Y las regularidades no son mecánicas. C'est pourquoi je parle ici d'indétermination relative. Por ello hablo de indeterminación relativa. Ce n'est pas du tout une indétermination totale. Y no es una indeterminación total. Cette idée n'est pas originale en sciences sociales. Esta idea no es original en las ciencias sociales. On la retrouve chez Durkheim, chez Weber. La encontramos en Durkheim, en Weber. Chez Bourdieu. En Bourdieu. À travers une conception probabiliste. A través de una concepción probabilística. Des chances d'agir. De oportunidades de accionar, de actuar. Donc par exemple, pour Durkheim. Para Durkheim, por ejemplo. Si vous êtes célibataire. Si son solteros. Et protestants. Y protestantes. Vous avez plus de chances de vous suicider. Van a tener más posibilidades de suicidarse. À l'époque où il parle. En la época en que hablaba, ¿no? Que si vous êtes juif et marié. Que si son judíos y casados. Ça ne veut pas dire qu'un juif marié ne peut pas se suicider. Esto no quiere decir que un judío casado no pueda suicidarse. C'est-à-dire qu'il a moins de chances. Sino que va a tener menos posibilidades. Voilà. Donc, il y a une indétermination relative. Hay entonces una indeterminación relativa. On peut parler aussi de Marcel Mauss. También podemos hablar de Marcel Mauss. Donc je vais reprendre l'exemple du jour sur la question du don. Sobre el tema del don. Donc lorsqu'on vous fait un cadeau. Cuando alguien les hace un regalo. Selon Mauss, vous avez une obligation de recevoir, d'accepter le cadeau. Tienen una obligación, están obligados a aceptar el regalo, a recibirlo. Si je vous donne un cadeau qui ne vous plaît pas. Si les doy un regalo, les hago un regalo que no les gusta. Devant moi, vous allez quand même dire, normalement, vous allez dire merci. De todas maneras, van a agradecérmelo. Après, vous allez peut-être le mettre dans la poubelle. Quizás lo tiren a la basura después. Ou vous allez le revendre. O lo vendan. Mais il y a une sorte d'obligation de me dire merci. Pero existe una suerte de obligación de agradecer. Mais c'est pas quelque chose de mécanique. Pero no es algo mecánico. Car vous pourriez, pour une raison particulière, vous pourriez refuser le cadeau. Pues por alguna razón en particular podrían rechazar el regalo. O me dire j'en veux pas, t'as vu comme c'est moche. O decirme qué feo que es, no lo quiero. Bon. C'est pas absolument impossible. Eso no es completamente imposible. C'est moins probable. Pero es menos probable. Et donc, pour Mauss, les contraintes sociales sont de cet ordre, sont d'ordre d'obligation morale. Para Mauss, las normas sociales son de este orden, de obligación moral. Et non pas des mécanismes. Y no mecanismos. Et cette conception particulière de la contrainte sociale. Esta concepción particular de la norma social. Indique l'importance donc d'une indétermination relative. Indica la importancia de una indeterminación relativa. Dans la sociologie pragmatique. En la sociología pragmática. On insiste aussi sur cette indétermination relative. Insistimos sobre esta indeterminación relativa también. Encore une fois, avec le concept d'épreuve. Nuevamente con el concepto de prueba. Le résultat des épreuves est relativement prévisible. El resultado de las pruebas es relativamente previsible. Mais jamais complètement.
pero nunca completamente. Si on prend l'exemple du football, Si tomamos el ejemplo del fútbol, on peut dire qu'un match c'est comme une épreuve. podemos decir que el partido es como una prueba. En français d'ailleurs on parle d'épreuve sportive. En francés además se llaman pruebas esportivas. Donc vous savez que si une équipe très forte, si je veux dire Barcelone joue contre une petite équipe, Por ejemplo, si el Barcelona juega con un equipo menor, un pequeño equipo, il est prévisible que Barcelone va gagner. es previsible que Barcelona gane. D'abord, Barcelone peut perdre. Por un lado, Barcelona puede perder, Même s'il gagne, on ne sait pas combien et comment. aunque gane no se sabe a cuánto ni cómo. On ne sait pas exactement ce qui va se passer pendant ce match. No sabemos exactamente lo que va a suceder en el partido. Donc, même si la vie sociale est prévisible, Entonces, aunque la vida social sea previsible, une prévision n'est pas une description de l'action. una previsión no es una descripción de la acción. Il est important de décrire l'action telle qu'elle se passe parce que Es importante describir la acción tal como elle comporte toujours une part qui relève d'une indétermination. pues siempre existe una parte que atañe a la indeterminación. Voilà un point méthodologique en quelque sorte Este es un punto metodológico de alguna qui manera consiste à mettre l'accent sur l'importance que consiste en enfatizar la importancia, de ne pas confondre la prévision avec la description de l'action. no confundir la previsión con la descripción de la acción. Et donc dire l'importance qu'il y a à décrire les situations réelles Lo importante que es describir la situación real et la dynamique réelle de la situation. y la dinámica real de la situación. Voilà, je vais m'arrêter là Bueno, voy a parar aquí pour qu'on puisse discuter. para que podamos hablar. Tenemos ahora un rato largo, una hora para las preguntas y comentarios, reacciones, Objecciones. las objeciones. Vamos a comer. No, je plaisante. ¿No quieren por ahí ustedes preguntarle algo que les haya parecido que quedó por ahí sin aclarar? No sé, ustedes por ahí conocen más. ¿Y esa? Otra. Para romper El silencio. mi pregunta, me pregunto, ¿en qué medida esta nueva corriente, ¿no?, la sociología francesa, tiene origen en, no sé cómo ponerlo, pero en un diálogo mayor con sociologías producidas en otros centros de producción académica? Pienso sobre todo en el mundo anglosajón y en Alemania. Básicamente porque en algunos de los postulados me parece escuchar algunos ecos de otras sociologías que incluso no son tan nuevas, ¿no? Bueno, la etnometodología con la idea de anti-esencialismo basado en el ongoing, ¿no? Por un lado, pero en la idea de reflexividad también se me ocurre pensar en Giddens, ¿no?, en cómo se usa esta idea de reflexividad como efectos de la teoría social o de la sociología sobre la sociedad. En la cuestión de los sentidos de justicia, me parece escuchar a Habermas con esta crítica a una idea de racionalidad sesgada hacia el instrumentalismo. Entonces, bueno, me pregunto qué es lo propiamente francés de esta perspectiva y si no hay un diálogo rico, digamos, con otras sociologías ahí. D'accord. Oui, tu as parfaitement raison dans la mesure où, comme je l'ai dit, cette sociologie n'est pas si originale. Esta sociología no es tan original como lo decía. Elle s'inscrit plutôt dans la tradition sociologique Se inscribe en la la plus tradición classique. sociológica más clásica. Elle est nouvelle surtout dans le contexte français Es nueva, sobre todo en el contexto francés, car elle importe énormément d'arguments venus de l'interactionnisme, pues tiene muchos argumentos que vienen del interaccionismo, de l'ethnométhodologie de la etnometodología et de la sociologie de Goffman. y de la sociología de Goffman.
Et elle le fait au point de remettre en cause certaines positions de la sociologie bourdieusienne. Lo hace para cuestionar ciertos puntos de la sociología de Bourdieu. C'est-à-dire, elle le fait avec une certaine radicalité. Dans le contexte français, ça apparaît comme une certaine radicalité. En el contexto francés aparece como con cierta radicalidad. Par exemple, l'insistance sur le processus et la dynamique. La insistencia sobre el proceso y la dinámica. Ça introduit un élément critique par rapport à la sociologie de Bourdieu. Introduce un elemento crítico con respecto a la sociología de Bourdieu. C'est pas non plus une critique totale. Hein. No es tampoco una crítica total. Mais ça appuie sur un point. Pero toca un punto. Voilà. Alors l'inspiration majeure, me semble-t-il, c'est pragmatisme et interactionnisme. La inspiración mayor me parece que es pragmatismo e interaccionismo. C'est également, pour certains auteurs, la tradition durkheimienne. Para ciertos autores también la tradición de Durkheim. C'est vrai aussi que Habermas a joué beaucoup sur la question sens de la justice, ça c'est vrai. También Habermas jugó mucho sobre el sentido del postulado número 3, el postulado número 3 de la justicia. Sí. Giddens un peu moins, mais c'est vrai que ça ressemble aussi. Giddens un poco menos, pero también se acerca un poco. Donc le dialogue se fait par exemple avec les Allemands, c'est autour de Axel Honneth. Con los alemanes el diálogo se realiza con respecto a Axel. Axel Honneth, c'est un disciple d'Habermas. Que es un discípulo de Habermas. Et avec avec les Américains, c'est. Y con los americanos. Non, je dirais pas qu'il y a des constructions très fortes. Enfin, en termes de groupe, c'est plutôt des individualités, mais il n'y a pas de. En términos de grupo, no hay un vínculo muy fuerte, sino. Entre groupes vraiment de chercheurs. No hay un intercambio entre grupos de investigadores, sino con ciertas individualidades. Là, je parlais bien de la sociologie pragmatique française. Habla de la sociología pragmática francesa. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'arguments qui prennent sens dans le contexte français de la sociologie. Hay ciertos argumentos que cobran sentido en el contexto de la sociología francesa. Par rapport à des choses qui sont instituées dans cette sociologie française. Con respecto a cosas que estaban instituidas en la sociología francesa. Et qui là sont remis en cause un peu. Y que de alguna manera se van a cuestionar. Donc qui crée un dialogue critique en France. Voilà. Que van a crear un diálogo crítico en Francia. Mais cette sociologie pragmatique reste minoritaire en France. Pero esta sociología pragmática sigue siendo minoritaria en Francia. Una pregunta sobre... Bueno, tengo dos posibilidades. Una es como más general, como si sobra tiempo, quizás más adelante, si pudieras contarnos un poco sobre el modo en que se pone, digamos, en acto esta sociología de las pruebas en tu trabajo sobre los periodistas en Francia, quizás como los ejemplos a los que hiciste alusión, como en cada postulado, fueron muy claros y quizás tal vez nos ayudaría más a ver cómo se pone en funcionamiento esa caja de herramientas tan grande. Y después me preguntaba como si hay cierta tensión entre el postulado número 5 y el 7. Por un lado el postulado de internalismo, digamos, de seguir a los actores en la definición que ellos hacen de la situación. Y el realismo, y bueno, esta idea de que hay un límite, de que no todo se puede construir socialmente, con el ejemplo que dado sobre el SIDA y demás, me parece como muy convincente. Bueno, no hay un cierto conflicto. Je vais commencer par la deuxième question. Voy a empezar por la segunda pregunta. En fait, quand j'ai dit réalisme, peut-être qu'il serait plus juste de dire, mais j'ose pas le dire, mais il faudrait dire peut-être matérialisme. Quizás en lugar de realismo sería más justo decir materialismo. C'est-à-dire un intérêt pour la matérialité des pratiques. Un interés por la materialidad de las prácticas. Pour les objets. Por los objetos. Pour les artefacts. Los artefactos. Pour les corps. Los cuerpos. En tant qu'ils vont servir d'appui dans l'action. En tanto que van a servir como apoyo para la acción. Des outils qui vont être utilisés, herramientas que van a ser utilizadas, des artefacts qui vont des nombres, des chiffres, des statistiques qui vont être utilisés par la personne. Que van a ser utilizados por la persona. Et donc, ce n'est pas contradictoire de ce point de vue-là. En este sentido no es contradictorio.
il y a une définition de la situation, mais elle n'est pas arbitraire. Hay una definición de la situación, pero no es arbitraria. En tout cas, elle n'est pas entièrement arbitraire. Al menos no es totalmente arbitraria. Car elle s'appuie sur une sorte de contrôle par l'expérience, on peut Pues dire, se apoya en una suerte de control por la par des experiencia, preuves matérielles, por pruebas et materiales, ça dans tous les groupes humains. y eso en todos los grupos humanos. On va s'appuyer sur des éléments de preuves matérielles. Vamos a apoyarnos en elementos de Sí. pruebas materiales. Alors évidemment, ça ne sera pas forcément convaincant pour quelqu'un d'un autre groupe social. Esto, por supuesto, no va a ser convincente para alguien de otro grupo social. Mais dans ce groupe-là, ça servira de preuve. Pero en ese grupo sí servirá de prueba. Ça servira à asseoir une évidence. Será una evidencia. Je vais donner un exemple de Durkheim, Les voy a dar un ejemplo de Durkheim, dans un article qui s'appelait Les formes primitives de classification, de un artículo que se llamaba Las formas primitivas de la clasificación, avec Mauss. con Moss. Il parle des Indiens du Nouveau-Mexique, Habla de los indios de Nuevo México, qui pensent que dans chaque région, le nord, le sud, l'ouest, que creen que en cada región, en el norte, sur, en el este y en el oeste, chaque région est, disons, dédiée à un animal, un totem. está dedicada a un animal, a un tótem. Donc je sais plus, c'est les aigles, c'est le nord. Por ejemplo, él va a decir, las águilas son el norte. Le problème, c'est que dans leur expérience quotidienne, El problema es que en su experiencia cotidiana ils rencontrent des aigles dans le sud. van a encontrar también águilas en el sur. Donc il y a une tension entre la croyance Va a haber una tensión entre la creencia et l'expérience. y la experiencia. Et ce que dit Durkheim, c'est qu'ils changent légèrement leur croyance. Lo que dice Durkheim es que se cambia levemente la creencia. Ils disent qu'en fait, il y a des aigles partout, Lo que dice es que en realidad hay águilas por todos lados, mais qu'ils sont plus petits pero que son más pequeñas que ceux du nord. que las del norte. Donc là, on voit qu'il y a une dynamique Allí vemos que hay una dinámica avec ces épreuves matérielles, ces épreuves de l'expérience corporelle et matérielle. con esas pruebas de la experiencia corporal y material. C'est très compliqué de parler de cette expérience matérielle. Parce Es muy que complicado hablar de estas experiencias dès materiales, qu'on en parle, on le fait revenir dans le social, dans les représentations. pues en cuanto se hablan van a venir a lo social, a la representación. Mais là, il s'agit juste d'admettre Se qu'il y a trata un point d'extériorité au social. de admitir que hay un punto de exterioridad de lo social. C'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué à admettre comme postulat, Por eso digo que es muy difícil admitirlo como un postulado, car il ne s'agit pas du tout de naturalisme. pues no se trata de un naturalismo. Le monde matériel n'impose rien. El mundo material no impone nada, C'est plutôt les acteurs qui s'appuient sur le monde matériel pour construire. sino más bien los actores se apoyan en el mundo material para construir. C'est un point très important du point de vue politique, Es un punto muy importante desde el punto de vista político, car si on donne aux gens d'autres éléments matériels, pues si se le da a la gente otros elementos si on leur donne materiales, certains artefacts, algunos artefactos, on va changer leur capacité à construire le monde d'une certaine manière. se cambiará su capacidad para construir el mundo de una manera determinada. Et à l'inverse, si on retire ces éléments matériels, E inversamente, si retiramos esos elementos materiales, c'est ça la politique au fond, c'est de changer, esa es la política en el fondo, ¿no? Cambiar de changer les capacités d'action des personnes en modifiant la capacidad de acción de las personas, leur accès à des modificando ressources. su acceso a los recursos. Bon, par exemple, dans le domaine du journalisme, Por ejemplo, en el ámbito del periodismo, aujourd'hui dans le journalisme online, hoy en el periodismo online, chaque journaliste a accès cada periodista tiene acceso en direct en directo au nombre de visiteurs. a la cantidad de visitantes. Donc il peut s'évaluer et il peut modifier Puede son article evaluarse y modificar su pour artículo avoir plus de visiteurs. para tener más visitantes. Bon, vous voyez que, imaginez vous retirez cette information, cet artefact. Imaginen que se retire esta información, este artefacto. L'acteur agit complètement différemment. El actor va a actuar de una manera completamente diferente. C'est ça que je veux dire. Il faut. Esto es lo que quiero decir. Alors sur la question de comment donner un exemple de comment Con respecto ça se traduit dans l'enquête sur le journalisme, a cómo dar ejemplo se traduce en una encuesta sobre el periodismo, je crois que j'ai essayé de respecter les 10 postulats. creo que traté de respetar los 10 postulados. Sauf que je n'étais pas au courant à l'époque qu'il y avait 10 postulats, Solo que en ese momento no estaba al tanto de que existían 10 postulados, mais quand même. pero Et
Alors prenons par exemple le postulat de sens de la justice. Tomemos por ejemplo el postulado del sentido de la justicia. Il s'agissait de dire que les journalistes produisaient des jugements moraux. Se trataba de decir que los periodistas emitían juicios morales sur leur travail, sobre su trabajo, sur le travail de leurs collègues, sobre el trabajo de sus colegas. Et que quand ils faisaient ça, y cuando hacían esto, évidemment il y avait une part de stratégie chez eux. Por supuesto que existía algo de una estrategia en ellos. Ce n'était pas réductible à la stratégie. Pero no se reducía solo a la estrategia. Et qu'il fallait donc essayer de rendre compte de ce sens de la justice. Había entonces que tratar de dar cuenta de este sentido de la justicia des acteurs. De los actores. Parce que, par exemple, dans certains moments, ils peuvent être tellement indignés. Por ejemplo, en ciertos momentos pueden estar tan indignados qu'ils font des choses qui sont contraires à leur intérêt matériel personnel. Que hacen cosas contrarias a su interés material personal. Ce qui est intéressant ici, c'est les contradictions. Lo interesante aquí son las contradicciones. On a des acteurs qui sont capables d'être stratégiques. Hay actores que son capables d'être stratégiques. Capaces de ser estratégicos. Ils savent que dans certaines réunions, il faut fermer sa bouche. Saben que en ciertas reuniones deben cerrar la boca. On ne leur retire pas du tout cette compétence. Ils ont une compétence stratégique. Tienen una competencia estratégica. Mais ils ont aussi une compétence au sens de la justice. Pero también tienen una competencia en el sentido de la justicia. Parfois, ils sont dominés par un sentiment d'injustice. A veces están dominados por un sentimiento de injusticia. Et ils disent des choses qu'ensuite ils vont regretter d'avoir dites, peut-être. Y dicen cosas que luego pueden lamentar. Voilà, donc l'idée, et ça rejoint aussi le postulat de pluralisme. Esto va también a vincularse con el postulado del pluralismo. C'est-à-dire l'idée qu'il y a dans l'action de ces personnes plusieurs logiques. La idea de que existen muchas lógicas en la acción de estas personas. Et que on va pouvoir étudier les tensions entre ces différentes logiques. Y que se podrán estudiar las tensiones entre estas diferentes lógicas. Les problèmes qu'elles posent aux personnes. El problema que presentan las personas. Problème de cohérence. De coherencia. Problème pour se justifier dans certaines situations. O cómo justificarse en cierta situación. Mais aussi on peut étudier comment les dispositifs de travail. Pero también se puede estudiar cómo los dispositivos de trabajo. Règlent en quelque sorte ces contradictions de la pratique. Van a arreglar de alguna manera estas contradicciones de la práctica. Donc on a une approche de la pratique qui est fondée sur l'idée de... Entonces tenemos un enfoque de la práctica que está basado en la idea... de pluralité et même de contradiction. De pluralidad y también de contradicción. C'est-à-dire que dans toute pratique, il y a des contradictions. C'est ça un peu le postulat. En toda práctica hay contradicciones, ese es el postulado. La pratique n'est pas, comme on dit en français, un long fleuve tranquille. La práctica no es un largo río tranquilo, como se dice en francés. C'est plutôt quelque chose lié plutôt à l'inquiétude, sino algo más relacionado con la preocupación, à des troubles, etc. Con trastornos, etc. Voilà un nouveau point d'écart avec Bourdieu. Este es un nuevo punto de distancia con Bourdieu. Car Bourdieu va insister plutôt Porque Bourdieu insiste sur la sérénité, on pourrait dire, de la pratique. De alguna manera en la serenidad de la práctica. Je suis bien dans ma pratique, j'ai été toujours socialisé dans ce groupe. Siempre estuve socializado en este grupo, estoy bien en la práctica. Je fais, comme il dit, comme un poisson dans l'eau. Yo, como él dice, estoy como un pez en el agua. Je sais faire, j'ai le sens pratique. Sé hacer, tengo un sentido de la práctico. Là, on va essayer de regarder plus près, plus finement. Ahora en cambio vamos a tratar de mirar más de cerca. Más precisamente, on va voir des petites inquiétudes, des petits troubles, y van a des petites difficultés, pequeñas dificultades, des petites incertitudes, pequeñas incertidumbres, qui vont peut-être être résorbées très vite, que quizás se reabsorban rápidamente, mais qui quand même pero igualmente font que la pratique est plus heurtée qu'il n'y paraît. Hacen que la práctica esté más Heurté, ça veut dire bousculé, voilà. Et de ce point de vue, pour revenir au travail sur le journaliste, para volver al trabajo de los periodistas, du coup, je critique un peu la notion de routine. Critico un poco la noción de rutina. Bon, bien sûr, il y a des routines. Por supuesto que hay rutinas. Beaucoup dans la sociologie du journalisme, on insiste sur les routines, on a raison, les routines organisationnelles. Las rutinas de organización, sí, en los periodistas. Mais deux choses. D'abord, la routine, pour moi, ce n'est pas la reproduction de la même chose. Pero por un lado, la rutina no es la reproducción de lo mismo. C'est un renforcement plutôt. Es más bien un refuerzo. Par exemple, chez vous,
ou non, dans votre pratique, vous faites de plus en plus vite les choses. Por ejemplo, en su práctica, ustedes hacen cada vez más rápido las cosas. Vous faites les choses avec de plus en plus d'économie pratique. Cada vez con una mayor economía práctica. C'est pas simplement la reproduction du même. No es simplemente la reproducción de lo mismo. Le renforcement de vos dispositions. Sino el refuerzo de su disposición. Donc, il faut d'abord, première chose, il faut une vision dynamique de la routine. Entonces, primero que nada, hay una visión dinámica de la rutina. La deuxième chose, c'est que parfois, il y a beaucoup de choses qui empêchent la routine. Y en segundo lugar, hay muchas cosas que van a impedir la rutina. Et la routine est aussi une forme de performance parce que la rutina también es una suerte de performance. Ce matin, l'ordinateur ne s'allume pas comme d'habitude. Por ejemplo, esta mañana la computadora no se prendía como de costumbre. Je résolve le petit problème pour Tendré que resolver este problema para rendre à nouveau possible ma routine. Para que de nuevo sea posible mi rutina. Donc, vous voyez, ça amène une observation de l'action assez fine, assez basse. Esto nos lleva a una aproximación de la acción mucho más fina. Et où on s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler des micro-épreuves, des petites épreuves. Y nos interesamos por las micropruebas. Des épreuves dans l'action, en fait. De pruebas en la acción. Donc, ça débouche sur une vision un peu différente de ce qu'est la pratique. Nos lleva a una visión un poco diferente de lo que es la práctica. Sí, la filosofía me pediste que retomaras las objeciones que dijiste respecto del internalismo, las objeciones respecto a la posición relativista de este postulado política. Entonces, bueno, hablar de esas objeciones y de cómo la pragmática, la sociología pragmática va a responder a sí. Oui, je vais répondre. Non, c'est une question très importante. La réponse est différente chez Latour et Calon et Boltanski et Thévenot. La respuesta difiere de Latour y Calon y de Boltanski et Thévenot. L'élément commun, el elemento en común, dans la réponse, c'est ce que j'ai appelé réalisme. Es lo que llamo realismo. Matérialisme. En fait, chez Latour et Calon, para Latour y Calon, ce réalisme, ce matérialisme de l'épreuve, este materialismo de la prueba, pose une limite au relativisme. Va a dar un límite al relativismo, va a presentar un primer límite. Puisque, en fait, on pourrait dire les constructions sociales qui survivent, podemos decir que las construcciones sociales que sobreviven ont une forme d'efficacité matérielle. Tienen una forma de eficacia material. On pourrait dire ça peut-être. Podríamos decir esto. Le résultat de l'épreuve n'est pas entièrement arbitraire de ce point de vue. El resultado de la prueba no es totalmente arbitrario desde este punto de vista. Même si d'un point de vue méthodologique, on ne préjuge pas du résultat. Donc. Aunque desde un punto de vista metodológico no se prejuzgue un resultado. Si quelqu'un me dit qu'il est capable d'aller dans la Lune, si alguien me dice que es capaz de ir a la Luna, je ne vais pas dire qu'il a tort. No voy a decir que se equivoca. Je vais voir comment dans son groupe on admet ça. Voy a ver cómo en su grupo se admite esto. Quel type de preuve on a qu'il va dans la Lune toutes les nuits il va dans la Lune. ¿Qué prueba hace que todas las noches vaya a la Luna? On peut imaginer un groupe humain où ça marche. Hein. Podríamos imaginar un grupo humano donde esto funcione. Mais quand même, il y a cette idée de dimension matérielle de l'épreuve. Pero existe esta idea de la dimensión material de la prueba. La deuxième limite au relativisme. El segundo límite al relativismo. C'est vraiment pour, là, cette fois-ci, uniquement le Boltanski et Thévenot. Esto es para Boltanski y Thévenot. Et c'est ce que j'ai appelé sens de la justice. Es lo que llamo el sentido de la justicia. C'est-à-dire que dans les situations publiques. Es decir, que en las situaciones públicas. En fait, on retrouve Habermas, effectivement. Aquí vamos a encontrar también a Habermas. Il y a des contraintes argumentatives. Hay límites argumentativos. Qui font que tous les énoncés ne se valent pas. Que hace que todos los enunciados ne se valent pas, n'ont pas la même valeur. No tengan el mismo valor. Donc, les énoncés qui ont un certain degré d'acceptabilité générale, los enunciados que tienen un cierto grado de aceptación general, voire d'universalité, o incluso de universalidad, sont plus faciles passent mieux en public, son más fácil, pasan mejor al público que ceux qui n'en ont pas. Que aquellos que no lo tienen. Par exemple, à la télévision française, je dis des trucs très racistes. Por ejemplo, si en la televisión francesa digo cosas muy racistas ou très sexistes, o muy sexistas, j'aurais plus de problèmes. Voy a tener más problemas que si je dis ça d'une manière plus euphémisée. Que si digo esto con más eufemismos y aceptando ciertos límites argumentativos.
Donc plus on est dans des espaces où il y a de fortes contraintes d'argumentation, cuanto más estamos en espacios donde existen más límites de argumentación, plus il y a un tri qui s'opère entre les énoncés. Más existe más un tri et une sélection. Existe más una selección de la información. Et donc voilà, ça fait que les énoncés du coup n'ont pas la même valeur. Esto va a hacer entonces que los enunciados no tengan el mismo valor. Ils n'ont pas la même capacité à passer le test d'universalisation. No tienen la misma capacidad de pasar el test de universalidad. Enfin, quand je dis test d'universalité, c'est dans un groupe donné. Hein. Cuando digo test de universalidad es en un grupo dado, du groupe, hein. Dentro del grupo. En relación a esto, a lo que veníamos hablando recién, vinculado a las pruebas de fuerza, la diferencia entre portavoz de Latour y la noción de prueba en Boltanski. Ah, sí. Y en segundo lugar, una pregunta y una prueba. Digamos, en relación a la crítica inmanente, ¿cómo fue en el caso de su investigación empírica en relación a los periodistas el trabajo con las controversias y la crítica inmanente que el trabajo de investigación requiere, y fundamentalmente teniendo en cuenta el contexto en que, por ejemplo, en Argentina se vive hoy la cuestión del periodismo y, digamos, para lo que investigamos medios de comunicación es una pregunta muy importante. Y digamos, la prueba es que tuviésemos que imaginar un postulado o una tesis 11, ¿cuál sería? Alors, sur la différence entre l'épreuve de force Con respecto a la diferencia entre las pruebas de fuerza et donc, ce que Boltanski-Thévenot appelle l'épreuve en justice, lo que Boltanski llama las pruebas de injusticia. Dans la justice, en justicia. Ça tient à mon postulat numéro 3 en fait. Está vinculado con mi postulado número 3. Chez Latour et Calon, il n'y a pas la question, ils refusent le postulat numéro 3. Para Calon y Latour rechazan el postulado número 3. Eux, c'est une sociologie uniquement de la force et du rapport de force. Para ellos es solo una sociología de la fuerza y de las relaciones de fuerza. Et donc, toutes les épreuves sont des épreuves de force. Entonces todas las pruebas son pruebas de fuerza. Ce qu'ils appellent épreuve de force, c'est la capacité des... Para ellos, las pruebas de fuerzas es la capacidad des porte-paroles à avoir derrière eux... les porte-paroles... los portavoces de tener... derrière eux, d'avoir un réseau qui s'aligne derrière eux. Tener una red que se alinee detrás de ellos. C'est des problèmes de... Voilà, par exemple, Pasteur, il est dans l'épreuve avec son adversaire Pouchet. Por ejemplo, Pasteur, en su prueba con su adversario Pouchet, il fait la preuve qu'il a plus d'alliés, il a beaucoup plus d'alliés humains et non humains. Demuestra que tiene más aliados humanos y no humanos. Il est plus fort. Es más fuerte en este sentido. Et Pouchet, il a à peine 3 alliés. En cambio, Pouchet tiene solo 3 aliados. Voilà. Donc on est dans ce monde-là de la force uniquement. Entonces están solo en ese mundo de la fuerza. Tandis que chez Boltanski-Thévenot, ils sont insatisfaits par cette analyse. Para Boltanski-Thévenot, están insatisfechos con este análisis. Puisqu'il leur semble qu'il y a des situations dans lesquelles... Pues creen que hay situaciones en las cuales... jouent des contraintes argumentatives. Van a jugar los límites argumentativos. Des exigences de justification publique. Exigencias de justificaciones públicas. Et donc, ce que je disais, des sortes de tests d'universalisation. De esta suerte de test de universalidad. Pour les énoncés. Para los enunciados. Et donc, il considère qu'il y a ce qu'ils appellent des épreuves en justice. Entonces, él considera que existen pruebas en justicia. Où justement les acteurs n'ont pas le droit de faire valoir la force. Donde justamente los actores no pueden hacer valer su fuerza. Enfin, du moins trop ouvertement. Al menos no de manera muy abierta. Ils sont obligés d'argumenter d'un point de vue. Tienen que argumentar du point de vue du tiers. De un punto de vista del tercero, de un tercero. Et donc en fait, dans l'épreuve en justice, on prend au sérieux. Entonces en la prueba en justicia se toma en serio. Ces contraintes d'argumentation en public. Estas normas de argumentación en público. Et enfin, dernier point. Y el último punto. C'est que
ce dont je viens de parler, c'est le livre qui s'appelle De la justification. Voy a hablar de ese libro que se llama De la justificación. Qui est au début des années 1990. Que a principios de los años 90. Mais après, la notion d'épreuve a été utilisée pour décrire justement des situations moins publiques. Luego esta noción de prueba se utilizó para describir situaciones menos públicas. Donc moi je l'utilise dans ce sens très élargi. Yo lo utilizo en este sentido más vasto. Quand je parle même de micro-épreuves dans l'action. Incluso cuando hablo de micro-pruebas en la acción. Qui sont en fait des moments, disons, de trouble dans l'ordre social. Que son momentos de trastorno en el orden social. Voilà, moi j'ai un usage très extensif. Yo tengo un uso más extenso. Sur la critique. Con respecto a la crítica. Alors, moi je défends une position qui est ce que j'appelle la critique interne. Yo defiendo una posición que se llama la crítica interna. Et qui est liée au postulat d'internalisme. Que está vinculado con el postulado de internalismo. Si on part de l'idée que dans tous les groupes sociaux, il y a un... Si partimos de la idea de que en todo grupo social... Il y a une vie sociale, une vie morale, pardon. Existe una moral. Que les acteurs ont tous la possibilité d'avoir des jugements moraux. Que todos los actores pueden tener juicios morales. Bien sûr, à chaque fois de la manière spécifique à leur groupe. Por supuesto, cada vez con su manera específica de cada grupo, ¿no? Alors on peut faire une critique qui va prendre appui, va s'appuyer sur leur sens de la justice. Podemos entonces hacer una crítica que se va a apoyar en su sentido de la justicia. Ce que j'appelle critique interne, lo que llamo crítica interna, c'est le fait d'activer le sens de la justice des acteurs. Es activar el sentido de la justicia de los actores. Et non pas faire une critique externe. Y no hacer una crítica externa. Qui consisterait à les critiquer depuis mes normes à moi. Que consistiría en criticarlos desde mi norma propia. Je dis, par exemple, je prends mon exemple des barouillas qui traitent mal les femmes. Por ejemplo, voy a retomar el ejemplo de los hombres que trataban mal a las mujeres. Les barouillas, donc cette tribu. Esta tribu barouilla. Voilà. Si j'arrive et que je leur dis. Baroucha. Baroucha. Si je leur dis, oui, baroucha d'ailleurs. Si je les juge si je les critique de mon point de vue à moi, si los critico desde mi punto de vista, je fais donc de la critique externe, je leur dis c'est pas bien de taper sur les femmes. Hago una crítica externa, ¿no? No está bien golpear a las mujeres. C'est pas forcément inutile ça. No es necesariamente inútil eso. Mais il me semble que l'autre stratégie. Pero me parece que la otra estrategia aussi très intéressante, también es muy interesante, qui consiste à comprendre le sens de la justice dans le groupe des barouillas, que consiste en entender el sentido de la justicia en el grupo et d'activer les contradictions dans le groupe, y activar las contradicciones dentro del grupo, pour dire mais attends, toi pourquoi tu tapes comme ça ta femme, puisque d'après vos règles à vous, yo voy a poder decir por qué golpeas así a la mujer si según sus reglas celui qui tape trop sa femme est en fait un faible. El que golpea demasiado a la mujer es, por ejemplo, un débil. Bon. Et donc, on joue sur leur sens de la justice pour activer chez eux la critique. Se juega sobre el sentido de la justicia para activar en ellos la crítica. C'est ce que je propose moi, par exemple, avec les journalistes. Es lo que yo propongo, por ejemplo, con los periodistas. Ils disent, nous avons une morale professionnelle. Ellos dicen, tenemos una moral profesional. Moi, je pense que ils ont raison. Yo creo que tienen razón. Je pense aussi que ils y croient en partie. Porque además creo que en parte lo creen. Mais ce qu'on peut faire, c'est leur montrer la différence entre les normes qu'ils revendiquent. Podemos mostrar la diferencia entre las normas que ellos reivindican et les actions qu'ils font. Y las acciones que realizan. Et de ce point de vue-là, on fait une critique qu'ils sont obligés d'admettre. En este sentido hacemos una crítica que ellos están obligados a admitir. Parce qu'elle s'appuie sur leur propre sens moral. Porque se apoya en su propio sentido moral. Et on peut dire, si on change les dispositifs de travail dans la rédaction, y podemos decir, si se cambian los dispositivos de trabajo en la redacción, vous aurez plus de facilité pour respecter votre morale. Será más fácil respetar su moral. Et donc vous aurez aussi plus d'estime de soi. Tendrán una mayor estima de sí mismos, etc. Donc voilà, c'est une démarche que j'appelle critique interne. Elle n'est pas relativiste. Es un procedimiento que se llama crítica interna que no es relativista. Parce qu'elle postule l'universalité du sens moral. Pues postula la universalidad del sentido moral. Mais pas l'identité du sens moral. Pero no la identidad del sentido moral. Évidemment, nous n'avons pas du tout le même sens moral. Por supuesto que no tenemos el mismo sentido
de la moral. Mais, et ça vient de Durkheim, par exemple. Esto, pero viene, por ejemplo, de Durkheim, sobre todo. C'est l'idée que tous les êtres humains ont une vie morale. La idea de que todos los seres humanos tienen una vida moral. Donc, la sociologie est bien placée pour comprendre. La sociología está bien ubicada para entender le sens moral des groupes. El sentido moral del grupo. Et permettre le développement de critique interne. Y permitir el desarrollo de la crítica interna. La critique externe n'a pas tellement besoin de la sociologie. La crítica externa no necesita tanto la sociología. Je vais dire aux Chinois, vous devriez respecter les droits de l'homme. Si le digo, por ejemplo, a los chinos, tienen que respetar el derecho del hombre. J'ai pas besoin d'une sociologie de la Chine. No necesito una sociología de China. Mais si je me dis quelles sont les ressources morales chez les Chinois pour Pero si quiero buscar cuáles son los recursos morales de los chinos. Pour défendre l'idée qu'il faut traiter avec humanité. Para defender la idea de que hay que tratar con humanidad. Les hommes. A los hombres. Ces ressources existent. Sus recursos existen. En fait, elles existent. Ces ressources. Existen. Mais elles sont peut-être pas assez développées. Pero quizás no estén a comment on les développe. Muy desarrollados, tendrían que pensar cómo desarrollarlos. Donc par rapport aussi à la question qui est très liée du communautarisme. Entonces, con respecto a la problemática del comunitarismo, on peut défendre avec la critique interne une position qui n'est pas relativiste. Podemos defender con la crítica interna una posición que no es relativista. Mais qui néanmoins respecte la différence entre les groupes. Pero al menos respeta la diferencia entre los grupos. La façon particulière qu'a chaque groupe de construire sa vie morale. La manera que cada grupo tiene de construir su vida moral. Un 11e postulat. Ah, le 11e, je sais pas. J'ai le fétichisme du 10. Tengo el fetichismo del postulado número 10, pero no tengo el 11. Mais nous sommes d'accord que ça ne doit pas être un catéchisme. No tiene que ser un catecismo. C'est juste pour mettre de l'intelligibilité dans ce fatras de travaux. C'est juste ça. Es solo para volver inteligible estos trabajos. ¿Puedo hacer unos comentarios? Sí, claro. Sí, no conozco mucho la sociología pragmática, sí un poco más Latour, que es lo que más usamos en la antropología, ¿no? Un comentario, si quiere responder, no sé, porque a veces no son cosas que habló directamente. Pero, por ejemplo, en esa relación está bien. Toda esta posición tiene mucho de interaccionismo simbólico, la etnometodología, el pragmatismo americano, ¿no? Me gusta que tenga poco de Bourdieu. Y digo, ahora, y en términos por ahí de lo que plantea Latour, ¿no sería una retomada también propiamente francés, por ejemplo, a partir de la obra de Gabriel Tarde, ¿no? Que en algún sentido también es un antisociologismo que uno lo puede conectar tal vez con Garfinkel, si bien no se conocían indefectiblemente, ¿no? Entonces no hay ahí también, no habría también en eso de que tal vez esta sociología pragmática no tuviera nada de plenamente o totalmente original francés, algo de esos híbridos y esos que también puede plantear Latour, y por eso también los franceses ya no son modernos, no, nunca fueron modernos. Y también esa relación en cuanto a el internalismo y el materialismo tiene algo que ver, porque yo en realidad lo entiendo Latour por otro lado, en esas relaciones de lo que él habla de las relaciones entre los humanos y los no humanos, y los cuasi objetos y los cuasi sujetos, ¿no? En algún sentido, bueno, de esas cosas que no tienen voluntad pero que pueden hacer. Sí. Tienen esa capacidad. Y bueno, y también en el tema de lo simétrico, ¿no? Usted hablaba de esa relación entre hay una materialidad y una experiencia, y lo refería a la ciencia occidental. Ahora también el proyecto especialmente de antropología simétrica, ¿cómo pensamos una simetría no entre un científico errado, por poner sino, por ejemplo, entre el pensamiento occidental y el pensamiento primitivo? O sea, ¿cómo pensamos esa simetría? O sea, ¿es lo mismo la creencia en el chamanismo que la ciencia? ¿Y cómo pensamos eso en términos simétricos? Responde lo que quieras. Sur Gabriel Tarde d'abord, j'ai indiqué que il y avait une tension en fait entre Latour-Calon et Boltanski et Thévenot. En gros, Boltanski et Thévenot c'est plus vers Durkheim.
de alguna manera Boltanski-Thévenot es plus orienté vers Durkheim, si está más orientado hacia Durkheim, et Latour et Calon vers la Tarde. y Latour y Calon hacia la Tarde. Personnellement, à l'intérieur de Boltanski et Thévenot, je suis encore plus tourné vers Durkheim. Yo estoy todavía más orientado hacia Durkheim. Moi, je suis le plus, je vais le plus loin dans le rapprochement avec Durkheim. Yo voy más lejos todavía con respecto al acercamiento a Durkheim. Donc je partage pas du tout la position de Latour qui dit je suis anti-durkheimien. Yo no comparto la posición de Latour que dice que es anti-durkheimiano. Mais là où c'est Latour dit qu'il est Latour il dit je suis anti-durkheimien. Là, no la comparte para bon, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que Durkheim a gagné en France. Lo que sucedió en la historia es que Durkheim ha ganado en Francia. Il y avait ce combat entre Gabriel Tarde et Durkheim. Que existía este combate entre Tarde et Durkheim. Et Tarde, il a eu un disciple. Y Tarde tuvo un discípulo. Qui était son fils. Que era su hijo. Qui est mort assez jeune. Que murió muy joven. Et tandis que Durkheim a organisé toute une école. Y mientras que Durkheim ha organizado una escuela, un colectivo, une revue, l'année sociologique, una revista, etc. Après, Parsons l'a anobli. Enfin bon. Luego, Parsons. Donc, la sociologie française, pour les Français, c'est la tradition durkheimienne qui a donné Mauss, qui a donné Lévi-Strauss, para los franceses, qui a donné Louis Dumont. La tradition de Durkheim. ¿Sí? C'est très très fort. Et Tarde était quasiment oublié. Y Tarde fue prácticamente olvidado. Tout le monde l'avait oublié. Todo el mundo lo había olvidado. Et Latour l'a redécouvert. Latour lo vuelve a descubrir. Il était stupéfait de voir que sa sociologie estaba asombrado de que su sociología entrait en résonance avec celle de Tarde. Tenía una resonancia con la de Tarde. Je crois qu'il a écrit un article qui s'appelle Latour. Creo que escribió un artículo que se llamaba Latour, précurseur de Tarde. Latour, precursor de Tarde. Et c'est vrai que le concept d'imitation y es cierto que el concepto de imitación est très proche du concept de traduction. Está muy cerca del concepto de traducción en Latour. Donc voilà pour l'histoire sociologique française. Donc Tarde reste complètement dominé. Tarde se queda totalmente dominado. Et Latour est assez dominé en France. Y Latour está muy dominado en Francia. Il est très connu aux États-Unis. Es muy conocido en Estados Unidos. Dans le monde anglo-saxon. Mais en fait, il est très peu. Enfin, il est très connu en France, mais il est très peu apprécié en France. Es muy conocido en Francia, pero no es muy apreciado. Sur la question des matérialisme. Con respecto a la pregunta del materialismo, je dirais que donc la symétrie entre humain et non humain. Voy a decir que la simetría entre lo humano y no humano. C'est l'idée qu'on trouve aussi chez Latour, effectivement, et Calon, también que les objets que encontramos en Latour y Calon, que los objetos ont une agency comme les humains. Sont des agents comme les humains. Son agentes como los humanos. Doivent être traités comme des agents comme les humains. Méthodologiquement, on doit les traiter comme des agents. Metodológicamente deben ser tratados como agentes. Moi, par exemple, je ne suis pas d'accord. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. C'est-à-dire que je considère que les objets sont des points d'appui pour l'action. Yo creo que los objetos son puntos de apoyo para la acción. Ils aident l'action, on s'appuie dessus. Ayudan a la acción, nos apoyamos en ellos. Mais ma conception de l'action n'est pas qu'ils agissent. Pero mi concepción de la acción no es que ellos actúan. Je vous donne un exemple. J'ai une discussion avec Latour sur un point, un exemple. Yo tengo una discusión con Latour sobre un punto, un ejemplo. C'est une journaliste devait faire un reportage sur un enfant qui avait été assassiné. Un periodista debía hacer un reportaje sobre un niño que había sido asesinado. Elle n'avait pas envie de faire le reportage. No tenía ganas de hacer el reportaje. Elle se présente chez les parents de la victime. Se presenta en la casa de los padres de la víctima. Au moment où sort le corbillard. En el momento en que sale el cajón. Et elle s'arrête et elle dit non, je peux pas. Y ahí dice no puedo, esto es demasiado y vuelve a su casa. Latour dit le corbillard a arrêté la journaliste. Latour va a decir el cajón detuvo al periodista. Moi je dis la journaliste s'est appuyée sur le corbillard pour s'arrêter. Y yo voy a decir la periodista se apoyó en el cajón para detenerse. Je pense que le corbillard n'a rien fait. Creo que el cajón, il est sorti. Creo que el cajón no hizo nada, simplemente il n'a pas arrêté avec ses mains la personne. No paró con sus manos a la voilà, persona. Ça c'est une différence. Lui il considère que les objets doivent être traités comme agissant au même titre que les humains. Para él los objetos deben ser tratados como actores
al mismo título que los humanos. Le point très intéressant dans sa position, Y el punto importante en su posición c'est qu'il a revalorisé complètement le rôle des objets dans l'action. es que revalorizó el rol, el papel de los objetos en la acción. C'est vrai que dans la sociologie classique, c'est une sociologie sans aucun objet. Es cierto que la sociología clásica es una sociología sin ningún objeto, Sauf les objets quand ils servent pour le symbolique, quand c'est des totems, solo cuando son tótems o sirven en lo mais pas dans simbólico, l'action. pero no en la acción. Et lui, il a mis l'accent sur cette matérialité des pratiques, je dirais. Y él puso el acento en esta materialidad de la Moi, je práctica, trouve ça, c'est très intéressant. que para mí es muy interesante. Mais moi, personnellement, je défendrais une théorie de l'action qui est différente de la sienne Pero yo voy a definir una teoría que es de la acción diferente de la de él, et qui reste du côté des humains, Y qui que- n'est pas symétrique de ce point de vue. y que de alguna manera se queda del lado de los humanos, que no es simétrica en este sentido. Et sur dernier point, troisième question sur la symétrie entre les groupes, Con respecto a la simetría entre los grupos, entre l'Occident et le reste. contra Occidente y el resto, D'abord, la symétrie est un postulat méthodologique. primero la simetría es un postulado metodológico, C'est pour mener l'enquête. es para realizar la encuesta, C'est pas évidemment, c'est pas ontologique. no es ontológica. À partir du moment où on fait de la science sociale, A partir del momento en que hacemos ciencia social, on est occidentalo-centré. somos Occidentales céntricos, occidentales Oui, céntricos. parce que sinon, il n'y a aucune raison de faire de la science. Porque si no, no habría razón para hacer ciencia. Donc déjà, le geste même de vouloir faire une anthropologie symétrique, c'est un geste occidental. Ya de por sí se trata de un gesto occidental. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut assumer. Creo que es algo que hay que asumir. Mais par la méthodologie, on va faire une anthropologie symétrique, effectivement. Pero por la metodología vamos a hacer una antropología simétrica. C'est-à-dire on ne va pas dévaluer a priori le point de vue des autres groupes. Es decir, que no va a devaluar el punto de vista de los otros Au grupos, contraire, on va essayer de le décrire positivement, sino que va a describirlos positivamente, dans sa complexité, su complejidad, dans cette sorte de dignité, on pourrait dire. en esta suerte de dignidad, digamos. Et en prêtant aux acteurs le même degré de rationalité Y dándole a los actores el mismo grado de racionalidad qu'on se prête à soi-même. que uno se da a sí C'est ça, mismo. le traitement symétrique. Ese es el tratamiento simétrico. C'est de dire que des gens qui croient que quand je danse autour du feu, je fais tomber la pluie, Es decir, que para la gente que cree que cuando bailo alrededor del fuego hago que llueva, ne sont pas victimes d'aberrations mentales, no son víctimas de una aberración mental, mais au contraire, il faut arriver à décrire ça positivement, sino que hay que lograr describir esto positivamente sans introduire immédiatement de la critique, sin introducir inmediatamente la crítica, en disant ils ne sont pas éduqués, ils Diciendo n'ont pas que- compris la science. que no son educados, que no han entendido la ciencia. Ça, c'est l'erreur magistrale du mauvais ethnologue. Ese es el error de los malos etnólogos. C'est d'introduire dans la description de la Introducir. critique. D'introduire de la critique dans la description. Introducir crítica en la descripción. Moi, je plaide vraiment pour qu'on sépare la critique de la description. Maximum. Yo defendo realmente para que no haya crítica en la descripción. Ce qui veut dire qu'on doit décrire positivement les pratiques Hay qu'on que, critique par ailleurs. hay que describir positivamente la práctica que se critica en otro lado. C'est comme ça que ça peut commencer l'approche symétrique. Así puede iniciarse una visión simétrica. Et des fois, c'est très dur. Y a veces es muy difícil. Parce que les groupes qu'on étudie, on n'est vraiment pas en affinité avec eux. Porque los grupos que estudiamos no son para On n'a pas de sympathie du tout no pour tenemos eux. una simpatía por ellos. Si vous travaillez, je sais pas moi, voilà, vous travaillez sur l'extrême droite française. Por ejemplo, si trabajamos sobre la extrema derecha Bon, francesa, si vous êtes plutôt de gauche, si uno es más bien de ça peut izquierda, être- c'est très dur, es muy duro. mais c'est très important de faire de la symétrie, c'est-à-dire de prendre au sérieux ce qu'ils disent, leur Pero logique. es muy importante tomar en serio lo que dicen y realizar una simetría. No, solo quería en el seminario general, cuando empezamos con los investigadores, una de las propuestas es también que nos cuenten cómo hacen sociología, no tanto, digamos, vos has presentado los postulados de cómo se definiría la sociología pragmática y en esos postulados hay algunos detalles metodológicos
sociológicos, implicaciones metodológicas. ¿No? La idea sería que nos cuentes cómo hace un estudio sociológico, un sociólogo pragmático, más en términos de estrategia metodológica, en términos más de cocina, ¿no? O sea, como bajarme un poco al análisis a, bueno... D'accord. Là, c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas une méthode standard. También es lo mismo, creo que no hay un método estándar. Peut-être je dirais, d'abord, il y a un privilège accordé à l'ethnographie. Se privilegia la etnografía. Puisqu'il s'agit d'observer des actions. Ya que se trata de observar acciones. Il s'agit de voir les gens en action. Ver a la gente en acción. De voir les institutions en train de se faire. Ver las instituciones que se están haciendo. Donc, il faut accéder aux pratiques. Hay que acceder a las prácticas. Le meilleur accès, c'est l'observation ethnographique. Y el mejor acceso es la observación etnográfica. Déjà, les entretiens, c'est plus compliqué d'accéder aux pratiques par les entretiens. Ya de por sí es más complicado acceder a la práctica por las entrevistas. Pour des tas de raisons qui sont bien connues, mais... Por razones que son muy conocidas. Vraiment, là, si par exemple on veut décrire les routines des gens... Si por ejemplo queremos describir la rutina de la gente... Comme je l'ai indiqué tout à l'heure de manière fine... Como dije hace un rato, de una manera fina... On est obligé de les observer. Estamos obligados a observarlos. Parce que eux-mêmes ne sont pas capables de savoir ce qu'ils font. Porque ellos mismos no son capaces de saber lo que hacen con respecto a la rutina. Ils vont dire le matin, j'allume l'ordinateur, je fais ça. Van a decir a la mañana prendo el ordenador, hago esto. Mais si je les observe, je vais voir qu'ils font beaucoup d'autres choses. Pero si los observo voy a ver que hacen muchas otras cosas. Eux, ils me donnent juste un raccourci. Ellos me van a dar solo una síntesis. Alors, si je fais une ethnographie à partir des raccourcis, si hago una etnografía a partir de esta síntesis, les synthèses produites par les acteurs, de las síntesis producidas por los actores, je vais surévaluer la stabilité du monde social, voy a sobrevaluar la estabilidad del mundo social, je vais surévaluer la régularité, y la regularidad, et je ne vais pas voir tous ces petites performances. Y no voy a poder observar estas pequeñas performances. Ça explique pourquoi l'observation est privilégiée, parce que c'est lié à une théorie de l'action en fait. Esto explica por qué la observación se privilegia, porque es una teoría de la acción. La deuxième chose qui est privilégiée, c'est la conflictualité. La segunda cosa que se privilegia es la conflictualidad. C'est-à-dire une attention portée beaucoup aux disputes, aux affaires, quand les gens ne... Se presta mucha atención a las disputas, a los asuntos. Quand les gens se critiquent. Cuando la gente se critica. C'est-à-dire quand les contradictions sociales deviennent vraiment visibles. Cuando las contradicciones sociales se vuelven realmente visibles. Quand aussi, à ce moment-là, il y a des contraintes argumentatives en plus. Y en ese momento además hay normas argumentativas. Et dans ces situations-là, les acteurs produisent ensemble, collectivement, une certaine forme de réflexivité. Y los actores producen conjuntamente una cierta forma de reflexión. Et donc, s'intéresser à ces affaires, à ces controverses, interesarse por estas controversias, c'est une façon de s'obliger à avoir une vision dynamique de la société. Es obligarse a tener una visión dinámica de la sociedad. Une vision qui met l'accent sur la conflictualité du monde social. Y que enfatiza la conflictualidad del mundo social. Et donc, quand on étudie des disputes, on s'impose méthodologiquement le principe de symétrie. Cuando uno analiza disputas, se impone metodológicamente esta idea de simetría. C'est là que c'est important de se l'imposer. Y en ese momento es importante imponérselo. Donc on ne peut pas analyser une controverse en prenant les discours d'une seule partie, par exemple. No se puede analizar una controversia tomando el discurso de una sola parte, por ejemplo. Il faut prendre les deux parties. Hay que tomar las dos partes. Et mieux que ça, il faut prendre l'interaction. Y todavía mejor es tomar la interacción. La dynamique de la controverse elle-même. La dinámica de la controversia misma. Donc ça, je dirais, c'est une deuxième grande orientation méthodologique. Esta es una segunda gran orientación metodológica. Après, il y a le problème, c'est pour l'instant, je dirais, la sociologie pragmatique utilise peu les méthodes quantitatives. Por ahora la sociología pragmática utiliza muy poco la sociología les méthodes quantitatives. Los métodos cuantitativos. Selon moi, ce n'est pas une impossibilité de principe. Para mí no es una imposibilidad de principios. Bon, c'est simplement que pour l'instant, l'accent a été mis surtout sur l'action. Es solo que se enfatiza por ahora la acción. Et sur la description. Y la descripción. Et pas trop sur la prévision. Y no tanto la previsión. Car l'intérêt des méthodes quantitatives, à mon avis, el interés de los métodos cuantitativos para mí, c'est que ça rend le monde social prévisible. Es que vuelve el mundo social previsible. Parce qu'on peut calculer les chances d'agir.
podemos calcular las posibilidades de actuar qui sont distribuées inégalement entre les personnes. que se distribuyen de manera desigual entre las personas. Donc ça, c'est peut-être les prochaines méthodes qu'il faut réinvestir d'un point de vue pragmatique. Quizás son los próximos métodos en los que hay que investir desde el punto de vista pragmático. Et mon intuition, c'est que ça peut apporter pas mal de choses à ces méthodes. Y yo creo que esto puede aportar muchas cosas a este método Si on leur applique les postulats dont j'ai parlé. si se le aplican los postulados de los que he hablado. C'est un peu encore théorique ma réponse. Enfin, général. Hein, Es un poco en general, no teórico. Yo me permito entonces una última pregunta. Hablabas de la importancia de las controversias como iluminadoras de las situaciones. ¿A qué objeciones y a qué controversias dio lugar la sociología pragmática y cómo intenta responder a esas objeciones? C'est-à-dire la sociologie pragmatique elle-même prise dans des controverses. De quoi on nous accuse? ¿De qué se nos acusa? De todo. Bon, par exemple de relativisme pour certains. Para algunos se nos acusa de relativismo, Surtout pour la Tour Calon. sobre todo la Tour y Calón. De naïveté parfois. De ingenuidad a veces. Mais parce que les gens croient que le principe de symétrie Porque la gente cree que el principio de simetría est une sorte de est une description du monde tel qu'il est, es una descripción del mundo tal cual es et non pas un principe méthodologique. y no un principio metodológico. Donc on nous dit, mais vous croyez vraiment que les dominés, les dominants sont égaux? ¿Ustedes creen realmente que los dominantes y los dominados son C'est iguales? naïf. Es ingenuo. Donc ça c'est plutôt, ça procède de mauvaise compréhension. Esto tiene que ver con una mala comprensión, entonces. Sens de la justice aussi, c'est pareil, c'est des accusations de El naïveté. sentido de la justicia también se nos Quand acusa même, de les ingenuidad. acteurs ont quand même des stratégies. Los actores tienen estrategias, Ils ne sont pas que dans l'argumentation. no están solo en la argumentación. Et nous, moi je réponds oui, bien sûr, vous avez raison. Y yo respondo que, claro, por supuesto tienen razón. Bien sûr, ils ont des compétences stratégiques. Tienen competencias de Mais estrategia. le problème, c'est le réductionnisme à la stratégie. El problema es el reduccionismo a la estrategia. Donc, de quoi on nous accuse encore? ¿De qué otra cosa se nos acusa? De... Quelle sociologie vous avez plus de mal à vous Ah ben, on a du mal... Non, mais... C'est-à-dire qu'il y a souvent un malentendu qui fait que Muchas veces hay un malentendido que hace que cette sociologie peut intéresser un peu des gens qui font une sociologie plus classique, disons, dans le contexte français, puede interesar a gente que hace una sociología más clásica en el contexto francés, parce que ça leur paraît assouplir leur sociologie, porque les parece que va assouplir, à rendre plus souple. que va a volver más flexible su sociología. Donc ils vont prendre quelques éléments, Entonces toman algunos elementos, mais ils ne vont pas prendre le cœur de la démarche. pero no toman el corazón del procedimiento. Ils restent sur les mêmes positions fondamentalement. Se quedan fundamentalmente en las mismas Donc ça sert posiciones. juste c'est un assouplissant. Entonces sert juste à assouplir. eso sirve solo para suavizar un poco. Donc il y a dans cette sociologie pragmatique une espèce de position, enfin encore une fois, pas originale, mais assez radicale quand même. En esta sociología pragmática hay una posición bastante radical. Et donc il y a un saut à faire. Entonces hay que realizar un salto. Je comprends très bien que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Entiendo muy bien que no todo el mundo esté preparado ni listo para hacerlo. C'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs parce que ça maintient une diversité des approches. Quizás sea mejor así porque esto garantiza una diversidad de enfoques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas prendre un petit bout. Enfin, si on prend un petit bout, on n'a pas vraiment adhéré à la... Lo que digo es que no se puede tomar solo una parte, sino porque de esta manera no se adhiere realmente à ce moment-là, on n'a pas pris ce qu'il y a de meilleur dans cette approche, qui est plutôt lo mejor de esta óptica, de este enfoque. D'aller un petit peu jusqu'au bout de la démarche. Ir un poco al fondo de esta visión. Mais dernier point, c'est que je pense que c'est une sociologie qui est au fond assez mal connue. Pero por último quiero decir que es una sociología que creo que es bastante mal conocida dans le contexte français, en el contexto francés. Parce que
Parce que parfois aussi elle s'est rendue un peu compliquée à comprendre. Porque a veces fue un poco difícil Il y a de des textes un peu compliqués quand même. Hay textos un poco complicados. Il manque un travail un peu de mise à disposition, Falta un poco de trabajo de disponibilidad, de simplificación. Et aussi ce que j'ai essayé de faire là, c'est-à-dire d'inscription dans la tradition sociologique. Y también de inscripción en la tradición sociológica. Parce qu'au début, quand la sociologie pragmatique est apparue, porque al principio cuando apareció la sociología pragmática, il y avait un peu une position on disait, les promoteurs disaient c'est complètement nouveau. Los promotores decían, bueno, es totalmente nuevo. Et je pense que cette stratégie n'est pas très bonne. Pero creo que no es una buena estrategia. Parce qu'au contraire, nous avons besoin de points d'appui dans la tradition. Porque nosotros necesitamos puntos de apoyo en la tradición. Et en fait, c'est mieux d'expliquer le lien avec Weber, le lien avec Durkheim, le lien avec Hoffmann. Explicar el vínculo con Durkheim, con Weber. Donc je crois que maintenant on est arrivé à un point où on est capable de reconnaître ces filiations. Creo que ahora estamos en un momento en el que somos capaces de reconocer esta filiación. Y compris d'ailleurs ce que cette sociologie pragmatique française doit à Bourdieu, par exemple. Incluso lo que esta sociología pragmática francesa le debe a Bourdieu. Car il y a des éléments qui viennent aussi de Bourdieu. Porque también hay elementos que vienen de Bourdieu. En todo caso, sin duda que la conferencia contribuyó a la clarificación y el conocimiento de esta tradición argentina. Te agradecemos mucho su presencia. Y a Laura Tejero también por su traducción. Gracias.